Donc du coup, ce que je voudrais montrer, c'est qu'il y a un paradoxe, c'est qu'il y a des prérequis humains qui sont liés aux capacités attendues de l'entreprise dans une économie de la connaissance, mais qui apparaissent comme secondaires pour ces chercheurs, on pourrait dire. Hein. Et puis dans le même temps, les entreprises soumises à une injonction d'innovation intensive vont s'engager naturellement, spontanément, dans une libération, dans une responsabilisation des salariés. Hein. Et c'est ça, ce paradoxe que je voudrais maintenant évoquer avec vous en abordant cette question de l'entreprise libérée. Alors, l'entreprise libérée, de quoi parle-t-on? Eh bien, on parle en tout cas essentiellement, en ce qui concerne la France aujourd'hui, des travaux d'Isaac Getz, hein, même s'il y a d'autres chercheurs qui travaillent là-dessus, hein, bien sûr. Mais on va parler uniquement là d'Isaac Getz. Et ce que je pourrais dire, c'est que alors Isaac Getz, bon, les travaux, bon, il y a un travail qu'il avait fait avec des collègues de l'ESCP Europe et d'autres en 2000 chez Viber, 2002 chez Viber, qui s'appelait La créativité organisationnelle. Le bouquin que vous connaissez tous, Getz et Carnet, qui a été traduit en français, qui s'appelle Liberté SI, quand la liberté des salariés fait le succès des entreprises. Et aussi, il y a Le bonheur au travail, l'émission sur Arte, dont on a parlé au niveau de l'Open Lab il y a quelques temps. Bon, voilà un aperçu, il y a d'autres travaux, mais on va rester concentré là-dessus. Alors, ce que je voudrais dire tout d'abord, c'est que Isaac Getz, d'où il vient, alors d'abord, c'est un psychologue. Hein, c'est un psychologue, c'est pas un manager au départ, c'est un psychologue. C'est un psychologue cognitiviste assez pointu, puisqu'il a travaillé, il a fait sa thèse sur un objet très classique en psychologie, qui est l'expertise cognitive au jeu d'échecs. Il s'est beaucoup intéressé, suite à cette thèse, à la créativité, et il a travaillé avec Todd Lubar, avec lequel nous travaillons, qui est un grand expert parisien, américain, c'est un franco-américain, Todd Lubar. C'est lui qui a écrit les handbooks sur la créativité chez Sage, etc., avec Sternberg. Et donc, il s'est vraiment intéressé à la créativité. Hein. Et il a beaucoup travaillé sur l'environnement qui est propre à libérer la créativité. Hein. C'est ça son sujet de recherche, c'est quoi l'environnement qui est propre à libérer la créativité. Hein. Il était embauché à l'ECP Europe, c'est une grande école à Paris avec laquelle on travaille. Hein. Ah oui. Et il dirige un ouvrage avec des chercheurs en psychologie et en management sur la créativité organisationnelle, etc. Bon. Donc, et cet ouvrage, Voyage au cœur des entreprises libérées, a eu un succès extraordinaire. Hein. Un succès de presse, mais aussi il a entraîné un mouvement vraiment en France autour de cette libération, autour de cette responsabilisation des salariés de l'entreprise. Alors, pour moi, le succès de cet ouvrage et pourquoi il y a une ampleur aujourd'hui des entreprises françaises, mais pas françaises, mais vers les entreprises libérées, c'est parce que c'est une réponse à ce régime d'innovation intensive. C'est une réponse à ce régime. Et pragmatiquement, c'est ça, c'est une manière de répondre tout de suite à ce régime d'innovation intensive, de provoquer des gisements de connaissances expérientielles en libérant la parole, en libérant les pratiques des salariés. Voilà comment je comprends ce phénomène. Alors, qu'est-ce que fait Getz? Il fait une enquête internationale auprès des entreprises qui, depuis les années 50, ont donné une grande liberté et une grande responsabilité à tous leurs salariés, en s'affranchissant d'un management qui repose sur le commandement et le contrôle. Et selon Getz, c'est cette forme organisationnelle, donc qui s'affranchit du management et du contrôle, qui fait le succès des entreprises. Alors, la thèse de Getz, c'est quoi? C'est que on peut agir sur l'environnement des salariés pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Voilà la thèse fondamentale de Getz. Alors, j'ai repris ici une phrase d'une entreprise japonaise qui s'appelle Matsushita, qui disait il y a quelques années, c'est cité par Getz, hein, on connaît l'entreprise Matsushita par d'autres travaux, nous avec les travaux de Nonaka, mais nous gagnerons et l'Occident industriel perdra, car vous développez vos entreprises sous la férule du taylorisme. Vous croyez que l'essentiel d'une bonne gestion consiste à faire jaillir les bonnes idées des cadres et de les faire exécuter par les ouvriers en les contrôlant, alors que la survie d'entreprise, aujourd'hui, nécessite la mobilisation quotidienne de la moindre parcelle d'intelligence. C'est là-dessus que travaille Getz. Alors, j'ai fait un petit... à partir du bouquin de Getz, j'ai fait un petit graphique qui montre un peu d'où ça vient, cette idée de cette entreprise libérée.
Eh bien, ça vient d'une entreprise. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois, ça vient de l'entreprise, ça vient aussi des chercheurs. Hein. Donc, il y a une combinaison entre des connaissances expérientielles et des connaissances scientifiques dans cette entreprise libérée. Alors, il y a effectivement, le point de départ, c'est Dupont de Nemours, hein, une entreprise de chimie, qui a beaucoup réfléchi à ces questions-là. Et c'est la task force de Dupont de Nemours qui fonctionne entre entreprises libérées, ce qui donne des idées à Gore, entreprise Gore. Et Gore va s'appuyer sur les travaux de Maslow en psychologie, de Donald McGregor aussi en psychologie. Enfin voilà, donc il y a une espèce de cartographie. Alors on voit effectivement l'entreprise Favi, très connue avec Zobrist, hein, etc. Et aussi Harley Davidson, qui est inspiré par Peterson, c'est un chercheur. L'entreprise Vertex, qui est inspirée par Gore et par Harley Davidson. Donc il y a une espèce je dirais, d'imitation, de relation entre des entreprises et des chercheurs pour construire petit à petit cette entreprise libérée. Hein. Voilà, donc on peut faire un graphique assez intéressant. Et les travaux fondateurs, c'est les travaux quand même de McGregor, hein, des années 60, qui sont fondateurs. Alors, je voudrais simplement, ça va être un peu juste au niveau timing, hein, David McGregor, c'est un professeur au MIT qui a réfléchi il y a deux conceptions de l'homme au travail. Il y a les entreprises X et il y a les entreprises Y. Hein. Alors, j'avais proposé d'énumérer ces facteurs. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le... Bon, je ne sais pas si je vais les énumérer. Enfin, il y a quand même deux conceptions. Ce que veut dire David McGregor, c'est qu'il y a deux conceptions du rapport de l'homme au travail. Dans l'entreprise X, on pense que l'être humain, il éprouve une aversion intrinsèque pour le travail qu'il va l'éviter s'il le peut. Hein. Et que donc du coup, il faut absolument le contraindre, le contrôler, le diriger, le menacer pour qu'il accomplisse les tâches les plus élémentaires de son travail. Et puis dans l'entreprise Y, je ne vais pas avoir le temps de tout développer, hein, c'est pour ça que je parcours. Au contraire, on va penser que faire un effort physique ou mental au travail, c'est aussi naturel que le jeu ou le repos, que le contrôle extérieur, la menace de sanction ne sont pas les seuls moyens d'obtenir un effort en vue d'un objectif, hein, et que l'individu peut se diriger, se contrôler lui-même au service d'objectifs qui va recueillir son adhésion. Donc il y a une autre philosophie, je dirais, du rapport entre le travail et l'entreprise. Je ne vais pas tout développer parce que je n'aurai pas le temps. Alors, ce que je voudrais revenir sur, c'est les 4 grandes leçons pour les dirigeants des entreprises libérées, qui sont... Alors c'est une manière de synthèse que fait Getz dans son bouquin, et le plan ne reprend pas délibérément ces 4 principes, mais peu importe, simplement je vais les donner, on va les discuter, et moi je vais revenir sur l'économie de la connaissance pour pouvoir boucler mon propos. Alors, premier principe, il dit au patron, cessez de parler et commencez à écouter tous les salariés et traitez-les avec la même équité. Hein. Donc l'idée, effectivement, il faut donner la parole aux salariés, et l'idée aussi, c'est que chaque salarié ait le droit de parole. Hein. Chaque salarié pourrait s'adresser au patron d'une manière un peu équitable. Hein. C'est un peu ça l'idée qu'il veut développer. Première idée. Deuxième idée, il faut partager ouvertement et activement la vision qu'a le dirigeant de l'entreprise pour que les salariés puissent l'approprier. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un travail d'appropriation au quotidien pour que le salarié trouve du sens dans son activité en lien avec la stratégie de l'entreprise. Troisième leçon, il faut créer un environnement propice au développement de l'autonomie du salarié, de l'autodéveloppement du salarié, à l'automotivation de son salarié. Donc il y a toute une réflexion sur comment je peux permettre de donner de l'autonomie à mon salarié et comment je peux lui permettre de se développer dans cette capacité d'autonomie. Hein. Il faut qu'il puisse se nourrir de cette autonomie, qu'il puisse se développer, qu'il puisse s'automotiver. Hein. Et du coup, il faut que son activité de travail devienne une passion, un plaisir pour lui. Hein. Voilà. Et puis, quatrième leçon, c'est la leçon de attention. Tout ça, ça ne repose pas uniquement sur des règles, ça repose sur des conventions qui sont la culture d'entreprise. Hein. Donc il faut être vigilant pour maintenir les valeurs, un certain type de rapport entre les salariés dans l'entreprise. Il faut être vigilant pour conserver cette culture, et ça c'est un combat quotidien, c'est un combat de tous les jours. Hein. Voilà les 4 grandes leçons que donne Getz dans son bouquin, et dans son bouquin il donne plein d'exemples hein, pour montrer dans tel type d'entreprise comment ça s'est caractérisé, ces grands principes. Voilà ce que je peux dire
dans le cadre sur Gates, hein, je vais tenir le timing. Alors, maintenant, 5 minutes, ça va être très très juste. Bon. Ce que dit Gates, en résumé, et ça c'est le site de Gates, hein, j'ai appris ça sur le site de Gates. Gates a créé une association avec des entreprises. Il dit voilà, qu'est-ce que c'est une entreprise libérée? Il s'agit d'une entreprise dont la majorité des salariés est complètement libre et responsable d'entreprendre toute action qu'elle-même, pas leur chef ou leur procédure, décide comme les meilleurs pour la vision de l'entreprise. L'entreprise libérée est une philosophie d'organisation et de vie d'entreprise, pas un modèle. Il n'y a donc pas de recette. Il existe autant de manières de libérer une organisation que d'organisation. Chacun construit donc son propre chemin. Donc ça, je trouve que c'est très intéressant pour terminer sur Gates. Alors, je vais essayer de conclure en 5 minutes. Ça va être très compliqué, mais on va m'autoriser 5 minutes de plus. Conclusion, discussion. Bon. Conclusion, discussion. Il y a 3 points de débat pour moi entre l'économie de la connaissance et l'entreprise libérée. Premièrement, il y a un apport extrêmement important de l'entreprise libérée à l'économie de la connaissance. Je vais en parler. Deuxième élément, il y a des éléments non abordés par l'entreprise libérée vis-à-vis de l'économie de la connaissance. Et troisièmement, il y a un chaînon manquant entre l'individu et l'organisation de l'entreprise libérée. C'est ce que j'appelle la communauté. Alors premièrement, l'apport. L'apport, pour moi, il est évident. C'est que l'entreprise libérée, elle permet une expansion des connaissances expérientielles individuelles. Elle libère les connaissances expérientielles individuelles. Toutes les bonnes idées d'amélioration des salariés sur leur poste de travail, elle les libère. Donner la parole aux salariés, équité entre salariés, appropriation de la vision d'entreprise par les salariés, autonomie des salariés, automotivation, tout ça, c'est un environnement qui permet de libérer les connaissances expérientielles des salariés au niveau des individus, sur le poste de travail. Donc ça, c'est un apport formidable sur lequel on doit nous se nourrir, chercheurs en économie de la connaissance. Par contre, il y a 2 questions qui ne sont pas abordées par l'entreprise libérée vis-à-vis de l'économie de la connaissance. La première, c'est 1, la question de la codification. Les acteurs, individuellement, tout seuls, ils arrivent à codifier leurs pratiques et les améliorer. Ça ne pose pas de problème. Alors que dans les travaux sur l'économie de la connaissance, c'est un vrai problème, cette codification, surtout si elle est faite tout seul. Deuxième élément qui n'est pas abordé par l'entreprise libérée, c'est les connaissances scientifiques. On n'a pas besoin de connaissances scientifiques pour muscler nos pratiques et les améliorer. Donc là, il y a un point de débat avec l'entreprise libérée, il y a un décalage sur la question de la codification des pratiques et sur la question des connaissances scientifiques qui peuvent apporter des supports très importants à l'amélioration des pratiques. Maintenant, troisième point, il y a un chaînon manquant dans l'entreprise libérée entre l'individu et l'organisation. Et ce chaînon manquant, c'est ce qu'on appelle la communauté. En fait, on peut comprendre une entreprise, c'est un peu lourd, excusez-moi, comme un système qui articule 2 régulations, c'est les travaux de Jordan Leno, une régulation par le contrôle et une régulation par l'autonomie. Ça, on connaît ça. Il y a plein de travaux là-dessus qui disent qu'on peut contrôler un système soit par le contrôle, soit par l'autonomie. Et là, qu'est-ce que fait l'entreprise libérée? Elle diminue le contrôle pour augmenter l'autonomie. Ceci est tout à fait compréhensible dans une logique où l'entreprise doit produire de l'innovation. On sait que l'entreprise hiérarchique ne produit pas de connaissances, donc ne produit pas d'innovation. On le sait. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, on comprend très bien pourquoi les entreprises qui envisagent structurellement une diminution du contrôle au profit de l'autonomie et donc de l'auto-organisation vont permettre de générer des connaissances et donc de générer de l'innovation. Maintenant, la question auquel ne répondent pas les travaux de Gates, en tout cas en l'état aujourd'hui, c'est quel dispositif collectif permet de passer de l'autonomie des individus à l'auto-organisation. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait, sur le plan collectif, que je suis capable de libérer l'autonomie des salariés et que ce collectif va transformer cette autonomie en auto-organisation. Et ça, il n'y a pas de réponse de la part de Gates, en tout cas aujourd'hui, dans ses travaux sur cette question-là. Et pour moi, la réponse, c'est que effectivement, on ne passe pas de l'autonomie à l'auto-organisation comme ça, en claquant des doigts. Cette question, elle n'est pas triviale. Qu'est-ce qui fait que l'autonomie des individus entraîne automatiquement l'auto-organisation des collectifs de travail? Ça pose des questions redoutables.
Comment ajuster les critères de qualité au travail au niveau des collectifs? On ne sait pas. Comment lier les attentes des salariés et les zones d'entreprise? On ne sait pas. Comment préserver la culture d'entreprise? On ne sait pas. Quelle place donner aux managers? On ne sait pas. Alors on ne sait pas, je suis un peu radical, hein, parce qu'il y a quand même des éléments de réflexion et d'avancée, mais néanmoins, ce sont des questions très importantes sur lesquelles il y a toute une littérature, hein, sur lesquelles l'entreprise libérée ne s'appuie pas du tout et ne pose pas comme problème. Donc, moi ce que je dirais, c'est que ce n'est pas de la magie. Donc il y a des mécanismes. Alors, ce qui ne veut pas dire que pour autant, que les entreprises libérées n'ont pas produit ces mécanismes-là. Simplement, ils ne sont pas formalisés. On ne sait pas ce qu'ils ont fait. Hein. Alors, moi, ce que je dis, ce que je propose comme thèse, c'est que le chaînon manquant, c'est la communauté. Hein. Entre l'individu et l'organisation, ben, il y a un autre espace, un espace social très important, qui est la communauté, que nous redécouvrons en management. Hein. La communauté, il faut bien savoir, c'est que c'est la structure sociale la plus efficiente pour manager les connaissances. Pourquoi elle est efficiente pour manager les connaissances? Parce que paradoxalement, elle est auto-organisée et informelle. C'est dans les structures sociales les plus auto-organisées et les plus informelles que nous sommes les plus capables de créer des connaissances et donc les plus capables d'innover. Elle permet de réguler l'individu et le collectif. Elle permet la prise en charge de la codification. Elle permet de réguler la communauté et l'organisation. Elle permet d'articuler les connaissances scientifiques et expérientielles. Elle permet de participer à la construction de la culture d'entreprise. Elle permet de donner un nouveau rôle aux managers. Donc, la thèse que je défends, c'est qu'il y aurait intérêt à coupler économie de la connaissance et entreprise libérée avec cette nouvelle vision que propose Patrick Coendé, l'entreprise comme nœud de communauté. Voilà ce que je vous propose comme élément de réflexion autour de cette articulation entre économie de la connaissance et entreprise libérée. Je vous remercie de votre écoute et je m'excuse de cette densité et aussi d'avoir été un peu rapide. Donc du coup, je me dirais, en termes de conclusion finale, en termes de point d'interrogation, je dirais, est-ce qu'on ne pourrait pas considérer l'entreprise libérée comme une structuration d'entreprise en communauté, mais qui s'ignore?